Salut chers amis, et vous qui avez pris l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur ce canal qu'est le Facebook Live, je suis très heureux de partager cette petite chronique du mercredi avec vous. Aujourd'hui, nous allons certainement prendre un peu de temps pour rentrer un peu plus en profondeur dans l'art de raisonner. Nous allons avoir des propos qui vont certainement reprendre ce qu'on appelle des sophismes. Ce sont des raisonnements fallacieux. Et en fait, pour vraiment dire, c'est un défaut de raisonnement qu'on essaye de masquer avec des arguments douteux, tentant ainsi de rendre ces raisonnements fallacieux convaincants, alors même qu'ils ne devraient pas l'être. Donc, ce qui va entourer mon propos de ce soir sera une façon de mettre en exergue comment fonctionnent ces raisonnements fallacieux. Il y en a un qu'on appelle par exemple le faux dilemme. Le faux dilemme, c'est le fait de présenter deux alternatives comme étant les seules possibles, qui n'existent pas d'autres. J'aurai probablement l'occasion de parler également du sophisme génétique, qui fait que à partir du moment où la personne qui représente une idée appartient à un groupe, l'idée est tout de suite disqualifiée. C'est-à-dire qu'on juge une idée bonne ou mauvaise sur l'origine de la personne, sur son appartenance identitaire par exemple, sur son appartenance ethnique ou idéologique, et non sur l'idée elle-même. Voilà, c'est ce qu'on appelle le sophisme génétique. Ce sont des choses qu'on apprend aux enfants pour pouvoir savoir tenir des raisonnements ou démasquer effectivement tous ces raisonnements fallacieux et douteux qui nous polluent les débats. Et parfois, sous le couvert d'une bien-pensance, on nous assène des monstruosités auxquelles nous nous exposons à longueur de journée et d'une façon on nous oblige à écouter. C'est un peu aussi la notion de deux poids, deux mesures qui existe. C'est aussi un autre type de raisonnement fallacieux qui consiste très souvent à changer les règles juste pour avoir raison. En tout cas, voilà un petit peu ce qui va nourrir notre raisonnement de ce soir, parce que il y a quelque chose que j'aimerais dire en introduction d'emblée. Penser, c'est un exercice. Penser est un effort. Penser tout court, c'est facile. C'est à la portée de tout le monde. Mais il ne s'agit pas de penser tout court. C'est d'aller plus loin. C'est là que commence le raisonnement. Penser, tout le monde sait le faire. Tout le monde peut le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on le fait que c'est valable. Le raisonnement, le travail de pensée suppose un mouvement de remise en question, un mouvement de questionnement, un mouvement de vérification. Et ça, c'est ce que nous ne faisons pas très souvent. Sauf qu'en ce moment, avec les débats, entre guillemets, les débats politiques, parce que ce ne sont pas des débats politiques, ce sont des personnes qui vous assènent des sophismes à longueur de temps et qui veulent que vous teniez ces raisonnements fallacieux et douteux pour de vrais raisonnements. En fait, ma chronique ce soir va essayer de débusquer cela, va essayer d'aller contre, d'interroger tous ces bien-pensants qui veulent nous obliger d'une certaine manière à nous soumettre à leur raisonnement fallacieux comme étant le modèle. Et pourtant, donc, comme je disais tantôt, il ne suffit pas d'aligner des phrases, de faire des mots pour se dire qu'on est en train de penser. C'est pas la pensée. Tout le monde sait faire des mots. Tout le monde sait faire des phrases. Une succession de vocables ne fait pas une pensée. Il ne suffit pas de parler pour se dire qu'on est en train de penser. Penser, c'est un travail, c'est autre chose. C'est ce qui succède à cette première étape, qui est celle, comme je dis, de la succession des mots.
Voilà, comme je vous disais, le propos de ce soir tournera autour de certainement de ces trois sophismes que sont notamment le faux dilemme, c'est-à-dire l'idée de penser qu'il n'y a que deux alternatives. En dehors de ces deux alternatives, il n'y a plus rien. La pensée complexe complètement disqualifiée. Ça, c'est un sophisme que nous allons débusquer en fait à travers cette chronique. Nous n'aurons peut-être pas beaucoup de temps parce qu'on ne restera pas très longtemps, mais on va commencer. Nous allons aussi débusquer, comme je vous l'ai dit, ce sophisme génétique qui consiste à juger une idée bonne ou mauvaise selon la personne qui porte ce raisonnement. Donc, en fonction de l'identité, de l'origine ethnique de la personne, son raisonnement est tout de suite qualifié d'une certaine manière, dont on ne juge plus la chose pour elle-même. Il y a aussi une technique qui est très utilisée en ce moment, qui est celle de l'homme de paille. Ce raisonnement qui consiste à déformer les propos d'autrui pour les rendre plus facilement critiquables. Nous pouvons également parler de ce qu'on appelle la pente savonneuse. C'est l'idée de dire que si nous acceptons A, alors Z va forcément se produire. Automatiquement, comme si c'est une loi implacable. Et si nous acceptons A, Z va se produire. Alors pour que ça ne se produise pas, n'acceptons même pas A, ne démarrons même pas. Et je reparlerai encore du deux poids deux mesures, dire que quand ça me convient, je change les règles du jeu. Donc, tout ce que je vais dire tourne autour de la question de la liberté de penser. D'où vient-il qu'on puisse refuser aux personnes d'avoir la possibilité d'être non partisans? J'entends des personnes dire qu'il faut être neutre. Comment peut-on être neutre face à l'ignominie? Je ne comprends pas. Je veux dire que lorsqu'il y a une situation désastreuse, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il y a une guerre, on ne peut pas être neutre dans une guerre. Ça, ce sont des sophismes. On pense que c'est un raisonnement alors que ça n'en est pas du tout. C'est une succession de paroles. Comment peut-on être neutre face à quelque chose d'injuste? Il n'y a pas de neutralité possible. Donnez-moi une petite seconde, le temps d'accueillir quelques-uns qui nous rejoignent comme d'habitude. Et puis nous allons partir définitivement dans la démonstration. C'est une chronique qui ne mettra pas beaucoup de temps, mais je vous invite à rester bienvenue donc à vous tous ce soir. Restez là. Personne qui est là pour moi. Nobody is by my side. I'm my solo. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur le créneau de la pensée critique. Restez là si vous voulez. Partagez dans vos réseaux si ça vous intéresse. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment le mouvement de la pensée, la co-construction du savoir, par la pensée dialectique, par un processus dialectique, par un processus contradictoire, vous êtes bienvenus. Bonsoir Fatou Atis qui est dans la place. Je suis très heureux que tu sois là ce soir parce que je pense que ce que je vais dire, tu en auras à redire. Doïna Gourrier est également là. Merci à vous, Anita la Blonde, Kaoala Planté dans les parages. Partagez dans vos réseaux et invitez d'autres personnes si vous voulez. Le temps d'accueillir quelques autres personnes qui nous rejoignent. Ceux qui s'en vont, ils peuvent s'en aller. S'il y en a d'autres qui viennent, avec eux, on continuera. Bon, on va s'arrêter là, ce soir à l'espoir.
L'espoir, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous fait vivre, c'est aussi ce qui nous met en mouvement. Donc, je disais en introduction, je vais le redire une fois de plus pour ceux qui nous rejoignent seulement, que ce soir, ma chronique voudrait battre en brèche quelques façons de faire dans nos manières de discourir, de débattre, d'asséner des raisonnements fallacieux que nous prenons pour des vérités. Peut-être on le fait exprès, souvent c'est exprès, parce que parfois c'est absolument douteux. Et je disais que tout mon propos va être ramassé autour de ce qu'on appelle des sophismes. C'est-à-dire que ces raisonnements fallacieux qui sont en réalité des défauts de raisonnement. Et donc, quand on essaie de les rendre convaincants, on utilise donc des méthodes que sont ces sophismes pour y arriver, parfois c'est à notre insu, et on cherche à valider des thèses qui ne devraient pas l'être. C'est-à-dire, l'une des premières choses que je voudrais évoquer ce soir, c'est justement le faux dilemme. Comment se fait-il que des personnes nous présentent les choses de façon aussi binaire? Je m'inspire notamment d'une discussion que j'ai eue avec des amis cette semaine, dont Fatou Atis, qui est d'ailleurs là en ligne. Et j'ai compris que la façon de penser la scène politique en Afrique, et notamment au Cameroun, qui sous-tend notre propos, est de plus en plus inquiétante. Elle est de plus en plus inquiétante, pourquoi? Parce que, déjà, on refuse aux personnes la possibilité d'exercer d'autres façons de faire. Moi, je suis spécialement choqué par quand des gens que j'estime, qui pour moi ont une capacité de raisonner, peuvent refuser à d'autres la possibilité, par exemple, de manifester, de dire leur désaccord, de quelque manière que ce soit. J'ai titré le propos « La diaspora racaille », par exemple. Parce que je me demande sur quoi se reposent les personnes qui peuvent diviser une diaspora en deux catégories. J'avais déjà entendu la diaspora positive et la diaspora négative. C'est du deux poids, deux mesures. C'est du sophisme pur et simple. Où il existe une diaspora, qu'est-ce que c'est qu'une diaspora? Ce sont des membres d'une société qui vivent ailleurs. Quel est celui qui évalue le critère de positivité? Et sur quels critères? Quels sont les instruments d'évaluation? Quels sont ceux qui considèrent que ça c'est de la diaspora positive et ça c'est la diaspora négative? C'est du sophisme pur et simple. C'est pas un raisonnement, il repose sur rien. Il ne repose sur rien. Mais les personnes, ils le disent, ils argumentent avec tellement de conviction, avec tellement d'assurance, qu'ils en font une réalité, une vérité. Il n'existe pas une diaspora qui soit négative, une diaspora positive. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, et en fonction des intérêts, on qualifiera une diaspora de négative. Ça, par exemple, ceux qui sont pro un régime, parce que c'est encore une attitude de sophisme dont je parlais, c'est encore ces raisonnements fallacieux qu'on appelle, il y a un autre qui s'appelle l'appel à l'autorité. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose et que cette personne a une certaine autorité, c'est valable. Oui, on a des personnes comme ça qui disent oui, je pense il faut respecter l'autorité, il faut être d'accord avec l'autorité. On se demande plus est-ce qu'il s'agit d'être d'accord avec l'autorité ou est-ce qu'il s'agit d'être d'accord avec une pensée éthique, avec une pensée affinée, avec un raisonnement. Bonsoir Aïssatou Sisfal, merci de nous rejoindre. Reste avec nous. Et donc je me suis donc posé cette question. Au nom de quoi peut-on prétendre, moi j'entends de plus en plus des Camerounais interdits, penser que des gens qui sont à l'étranger n'ont pas le droit de manifester. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant.
Où allons-nous? Que faisons-nous de la liberté de penser, d'agir, de la différence? Je veux dire, est-ce qu'on a le droit, sans être partisan, d'être animé des convictions, de convictions? J'ai entendu, notamment par rapport à certains propos des gens, dire non, il faut être neutre. Je me posais la question de la neutralité. Qu'est-ce que la neutralité? Alors, je lis le propos de Fatou Atis, qui est d'ailleurs l'une des personnes qui m'inspire. La chronique de ce soir. J'ai manifesté dans ce pays, je suis désolé, il faut connaître les réelles intentions pour mener à bien une manifestation. Absolument d'accord. Mais sauf que les réelles intentions sont d'abord les nôtres. Ce sont nos convictions qui nous mettent en mouvement. Je suis spécialement choqué quand des gens peuvent faire des raccourcis, donner l'impression que ceux qui manifestent sont forcément des gens qui sont d'une certaine ethnie. Oui, c'est ça, le sophisme génétique. C'est l'idée de dire que, par exemple, au Cameroun, comme il y a Kamto, qui est le président du parti MRC, qui est le parti phare, en tout cas qui était deuxième officiellement aux élections, qui réclame avoir gagné les élections, dont les leaders se retrouvent en prison. C'est un peu l'idée où, selon laquelle on ne devrait pas dire ses convictions. C'est-à-dire que si je suis contre le fait d'avoir, de détenir des gens politiquement, c'est-à-dire que pour leurs idées, pour leurs convictions, pour leur rapport avec le réel, et ça veut dire que je suis pro-Kamto. Et même si je serais pro-Kamto, ce n'est pas un problème, mais on en fait un problème. Donc si je suis Bamileke et je suis pro-Kamto, c'est que c'est parce que nous sommes dans une démarche tribale. Et j'adore ça, parce que généralement, ce sont les gens qui sont contre le tribalisme qui émettent ce genre de raisonnement fallacieux. C'est pour ça que je dis que ce que on va essayer de faire ce soir, ce n'est pas juste des opinions que je vais aligner. Je vais essayer de nous amener à réfléchir sur ce qu'on appelle les sophismes, c'est-à-dire les raisonnements fallacieux qui nous conduisent, que nous portons même à notre insu. Donc, moi je vois par exemple Fatou Atis qui dit malheureusement j'ai vu de loin les préceptes du tribalisme. Sur quels critères précis Fatou Atis s'est appuyé pour voir les critères du tribalisme? Je trouve ça choquant, vexant, méprisant vis-à-vis de l'intelligence des personnes. Moi quand je vais dans la rue, je ne vais pas simplement pour mes convictions. Bien sûr que j'y vais pour mes convictions. Je pense que la justice est mon devoir. Et c'est mon devoir de défendre. Mais j'y vais aussi en tant que curieux, en tant que chercheur, parce que ça m'intéresse de comprendre ce que monsieur tout le monde pense. Les grands discours, je les aime pas. Ils sont à entendre et analyser, n'est-ce pas? Mais la question c'est, nous les sudistes, nous sommes les auteurs de cette dérive. Oui, mais peu m'importe, ma très chère Fatou. Ce que je voudrais dire là, c'est que quand moi je vais dans la rue, si ceux qui me regardent, ils peuvent repérer que généralement j'interviewe messieurs tout le monde. J'aime donner la parole aux gens. Je peux aujourd'hui me targuer d'une certaine connaissance de la sociologie des manifestants et des résistants, par exemple sur la place parisienne. Parce que je parle à ces personnes que vous ne voyez pas. Dans une manifestation, dans un mouvement ne se résume pas aux leaders. Des leaders peuvent même se tromper. Oh, ce sont des personnes qui peuvent se fourvoyer. C'est comme si on réduisait une église à un prêtre pédophile. Ou on réduit la pensée spirituelle, la pensée religieuse à un pasteur violeur, à un détourneur de fonds. Bonsoir, Manven Béatrice Sandjan, bienvenue. C'est comme si on résumait la pensée islamique aux terroristes, à un criminel, à un assassin qui tue même pour ses convictions religieuses. Encore que là, c'est un peu différent. Mais jusque-là, nous n'avons pas le droit. Nous ne pouvons pas tenir des raisonnements tant que nous n'avons pas vérifié. Moi, quand je me permets de parler, je m'appuie sur ces personnes que je rencontre dans la rue.
qui sont très différents, qui ne se retrouvent pas au nom de l'ethnie. Et même, j'ai envie de vous dire, si quelqu'un veut défendre un combat au nom de son appartenance identitaire, ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un besoin de suprématie? Est-ce que c'est un besoin, une tendance de lobbying? Est-ce que c'est en méprisant les autres? C'est ça la question. Il est important. Les Corses, ce sont les Corses qui les premiers doivent manifester pour eux-mêmes. C'est normal. Je vais dire que si les Hutus se sentent attaqués, il faut qu'ils réagissent. On ne peut pas tout de suite les invectiver, leur dire si tu tousses, c'est que c'est au nom du tribalisme. Mais il faut qu'on le démontre. Je voyais Fatou me dire par exemple que les sudistes, chez moi, en réalité, c'est pas pour plaire. Les sudistes, les nordistes, tout ça, ça m'importe peu. C'est la capacité de penser de gens. Quand quelqu'un dit quelque chose qui ne tient pas la route, je discute avec, je bats en brèche. Moi, je ne pense pas qu'il existe vraiment une catégorie comme ça, sclérosée, de personnes qui sont du sud ou de personnes qui sont de l'ouest. Quoique, je ne nie pas le fait de se retrouver de sa famille, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut être soi pour être aux autres. Il est important d'être à soi pour mieux être aux autres. Parce que les gens les moins ouverts, ce sont les gens qui sont les moins à l'aise avec eux-mêmes déjà. Donc, ce que je disais c'est que quand j'entends des personnes fustiger des manifestants, moi je comprends tout à fait que des gens ne soient pas pour des manifestants. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une histoire. Quand j'écoute Fatou par exemple, il me dit, elle a une expérience personnelle qui fait que ce n'est plus son truc. C'est comme quelqu'un, comme pour toute autre chose. Mais on ne peut pas à partir de cela émettre un raisonnement définitif sur l'inutilité des marches, sur l'inutilité de la résistance. Mais non, j'ai envie de dire, c'est tout le contraire. C'est désagréable. Même à moi, lorsque les gens s'opposent à moi, je le vis mal. C'est pas terrible. Mais quand on est un ami de la liberté, lorsqu'on est un défenseur de la justice, on supporte même ce mal-être. On accepte. C'est désagréable. Mais c'est important cette confrontation pour que le monde puisse avancer. Nous ne pouvons pas parler de paix juste en disant à l'autre, à l'adversaire, sois d'accord avec moi. Mais ce n'est pas ça la paix. La paix ne consiste pas à dire, tu te tais. Ce n'est pas du tout la paix. Je suis désolé. Lutter contre le tribalisme ne veut pas dire, dès que quelqu'un dit quelque chose, ça veut dire qu'il est en train de défendre un parti tribal. Vous imaginez un peu, Kamto, parce qu'il est Bamileke, personnellement, je suis pour des idées qu'il défend. Avant même que cette crise politique au Cameroun, son incarcération, je ne connaissais pas beaucoup ses idées parce que ça ne me passionnait pas. J'étais porté sur autre chose. J'avais d'autres choses. Même la scène politique camerounaise m'énervait de plus en plus, je ne m'intéressais pas. Mais depuis que cette histoire, je m'intéresse de plus en plus, je me passionne, je cherche à comprendre. Imaginons donc que ça veut dire qu'à partir du moment où je suis Bamileke, Kamto et Bamileke, je ne peux plus le supporter au risque d'être taxé de tribaliste. Je supporte juste parce que c'est un Bamileke. Sauf que pendant ce temps, les mêmes font la même chose. C'est le deux poids deux mesures. Deuxième sophisme. Le deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'en changeant les règles, juste pour nous, pour avoir raison. Quand nous supportons quelqu'un parce qu'il a la même appartenance tribale que nous, ça ne pose pas de problème. Mais c'est lorsque notre adversaire, pour délit de sale gueule, supporte quelqu'un, on catégorise. D'abord, c'est-à-dire, et puis c'est aussi l'homme de paille, c'est le sophisme qu'on appelle l'homme de paille, c'est-à-dire on déforme les propos d'autrui pour les rendre plus facilement critiquables. C'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on résume la question de Kamto à une question tribale. C'est honteux. C'est honteux. Et dans tout ça, vous dites que vous préparez la paix. Quelle paix?
C'est honteux. C'est honteux parce que non seulement c'est faux, et quand j'entends ça de la bouche des personnes que je pense être des personnes capables de penser, je me dis effectivement combien nous sommes victimes de sophisme. Et il est temps de savoir que penser ne consiste pas juste à aligner quelques phrases. Penser, le premier mouvement est à la portée de tout le monde. Mais penser démarre à partir de ce moment-là. Quand on a une idée, une intuition, ce n'est pas encore une pensée. Quand on fait une hypothèse, ce n'est pas une pensée. Parce que nous érigeons en pensée des inepties, des propos douteux, des raisonnements fallacieux. Bonsoir Kani Kouyaté depuis New York, ça fait plaisir de te voir ma belle, ça va? Et nous ne serons pas très longs ce soir, nous allons bientôt terminer, mais ce que je voulais donc dire c'est que résumer, bonsoir Caroline Puyard, résumer la question politique, ce n'est même plus une question politique dans un pays comme le Cameroun, parce que l'enjeu n'est plus politique, l'enjeu est sociétal, l'enjeu est social. C'est comme si on ignore toute la souffrance des gens qui appartiennent bien évidemment à toutes les catégories. On n'a pas besoin on n'a pas à se justifier dessus. C'est un peu comme si il faut que je me justifie parce que je suis de Banganté, je dois me justifier d'être du même point de vue que l'autre parce qu'il est Bamileke. Non. Ceux qui peuvent être faibles ou fragiles ou frileux, quand on a des convictions, si elles sont basées sur le juste, le beau et le vrai, on les défend, on ne lâche pas l'affaire. C'est un peu comme si mon frère, il a raison, juste parce qu'il est mon frère, délit de sale gueule, je ne dois pas le supporter. Je ne dois plus le défendre parce qu'on va dire je le défends parce que c'est ma famille. Quand on a raison, on a raison. C'est honteux, dit Fatou Atis, quand on le rejette des gens au sein d'un parti à cause de son clan. C'est facile de tenir ce genre de propos. Je n'avais que 21 ans et j'avais espoir en lui, voilà. Fatou Atis, alors dit que les autres sont tribalistes, c'est un peu hypocrite. Et j'avais espoir que lui m'a vite fait comprendre que c'est une affaire de région. En tout cas, Fatou Atis, ce que je vais dire. Concernant, par exemple, le parti de Kamto, je ne connais pas du tout. D'ailleurs, je t'invite que nous ayons un débat face à face. C'est mieux parce que l'autre jour, nous avons discuté par des posts, c'est inutile. Moi, je préfère t'écouter en live et que nous discutons. Ça m'intéresse. Moi, j'aime bien la confrontation des points de vue contradictoires. J'ai longtemps, depuis plusieurs années, depuis que cette crise a démarré au Cameroun, j'ai invité tous ces gens qu'on peut appeler des sardinards parce que ils m'intéressent, eux. Ils m'intéressent. Je veux bien comprendre. Pas parce que je pense que tout ce qu'ils disent ne tient pas la route. Oui, mais peut-être que c'est faux, peut-être que ça obéit à un contexte, ça obéit à une expérience personnelle comme ce que vit Fatou Atis. Je ne peux pas disqualifier l'expérience, ton expérience, parce que si c'est ce que tu as vécu dans un contexte donné, je ne vais pas dire que c'est faux. C'est vrai. Mais on ne peut pas le généraliser, tout simplement, parce que au même moment, j'observe quelque chose de différent. On ne peut pas dire que c'est un parti tribal, alors qu'au même moment, nous voyons bien des gens différents. Alors, être neutre ne veut pas dire qu'on est faible, juste qu'on a un point de vue qui est différent des autres opinions. Ça ne veut pas dire, justement, ce n'est pas la neutralité. On ne peut pas être neutre face à l'injustice, face à l'ignominie. Quand on est dans un contexte comme celui, le contexte camerounais, on ne doit pas être là à se demander, je n'ai pas besoin de demander l'excuse à quelqu'un pour m'insurger lorsqu'un bébé meurt sur les balles. Je n'ai pas besoin. Et j'ai envie de dire, peu m'importe. Ma première réaction n'est même pas de savoir qui l'a fait. Je n'ai pas besoin de demander des excuses à quelqu'un pour m'insurger lorsque des gamins crèvent, tombent dans un trou parce qu'ils vont chercher de l'eau et 4 enfants d'une même famille meurent d'un coup. Je n'ai pas besoin de m'excuser pour dire que lorsque des personnes sont en charge de la conduite d'un État, c'est leur responsabilité première
de créer des conditions dans lesquelles tout le monde trouve sa place. Avec des amis dont justement, on a aussi discuté sur la question de la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Il faut arrêter les sophismes. Il faut arrêter les sophismes à un moment donné. Les raisonnements de raccourcis, les raisonnements fallacieux. La question de la responsabilité individuelle, on ne peut pas transiger là-dessus. On ne peut qu'être d'accord. Nous allons passer le temps à débattre sur ce sur quoi on est d'accord en voulant démontrer que nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous ne voulons pas nous tourner vers l'objectif supraordonné. On ne veut pas se tourner vers ce qui nous importe tous comme véritable combat. Vous ne pouvez pas me dire qu'on a besoin d'être partisan parce qu'on n'est jamais neutre. On peut ne pas appartenir à un clan, à un parti, à une organisation, mais on n'est pas neutre face à des situations graves. On ne peut pas. Je vais dire, pour prendre un exemple caricatural, on ne peut pas quand les Hutus, les Tutsis, parce que une amie m'a pris l'exemple du Rwanda l'autre jour pour me montrer comment le Rwanda est un exemple. Sauf que non, c'est encore un sophisme parce que si nous voulons bien raisonner, nous allons comprendre que ce n'est pas le bon exemple. Je vais dire que on ne peut pas être contre... on ne peut pas demander une permission pour dire que quand deux ethnies se battent, on doit être contre ce fait-là. On ne peut pas être neutre. Quand les Hutus et les Tutsis s'entretuent, on ne peut pas être neutre. Quand une jeune fille est violée, on ne peut pas être neutre. Quand des enfants meurent, on ne peut pas être neutre. Je suis désolé, il n'y a pas de neutralité. Justement, c'est ça le problème. On se cache derrière certains raisonnements ou certains égoïsmes ou certains égocentrismes. Ce n'est pas le cas, c'est pas tout le cas, en fait, mais nous sommes justement sur un raisonnement général. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier, mais je vais dire, très souvent on se cache derrière ces raisonnements fallacieux pour justifier l'injustifiable. C'est justement ça, l'incapacité pour nous de dire on ne peut pas être neutre. Devant une femme qui se fait violenter, tabasser, on ne peut pas être neutre. Non, on doit prendre parti. Parce que c'est en prenant parti qu'on va aider même les belligérants à trouver une solution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que l'arbitrage n'est pas de la neutralité. Non, l'arbitrage n'est pas de la neutralité. L'arbitrage, je suis désolé, sont des postures des gens, j'estime comme moi, comme vous, ou comme d'autres, que nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Et justement, si nous ne voulons pas plaire à qui que ce soit, nous ne pouvons pas nous targuer d'être neutres. On n'est pas neutre. On a un parti. Et il faut les assumer. Il faut assumer son camp pour que la discussion puisse être possible et avancer les armes de son camp. Il n'est pas mauvais d'être dans la confrontation d'idées. Ça n'a rien de mauvais. Mais il faut accepter d'assumer. Je pense ceci. Et en face, l'autre dit je pense cela. Et tout ça, c'est valable. On ne disqualifie pas la pensée de quelqu'un en trouvant dans ces sophismes, je vais dire ces raccourcis-là, et je vous ai parlé donc de ce sophisme génétique qui consiste à juger une idée selon la personne qui émet l'idée. Et non selon l'idée elle-même. Dit bon, comme c'est lui, forcément, ça ne va pas être, c'est pas bon, c'est forcément pas ceci, c'est forcément pas cela. Donc, on ne peut pas être indifférent sous prétexte de la neutralité. Moi, d'ailleurs, je salue Prudence qui est en ligne, qui est une amie que je respecte dans son raisonnement, qui en a un profond désaccord, parce que l'autre jour, par exemple, c'est d'ailleurs qui... Moi, j'aime bien, c'est désagréable parfois d'entendre certaines formes de pensée, mais en même temps, il faut les concevoir comme une richesse. Parce que ce que j'ai lu a provoqué en moi un mouvement de réflexion et c'est une richesse pour moi et c'est important. C'est toujours désagréable quand on reçoit des propos qui ne nous sied pas, qui ne
sont pas proches de notre conservatisme ou de nos convictions ou de nos oui de nos certitudes, mais c'est pas grave. Je veux dire, il faut passer l'étape de la souffrance, de ce côté désagréable, et peut-être en tirer quelque chose. Et j'en ai tiré quelque chose. Parce que quand j'ai entendu, par exemple, comment on peut se moquer des gens qui marchent, considérer, par exemple, que ce sont eux qui ternissent l'image d'un pays, ça m'a interrogé dans mon éthique. Ça m'a bousculé. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons tous arc-boutés comme ça, sur nos certitudes, au point de ressasser, ressortir des raisonnements que je dis une fois de plus qui sont des sophismes, tout en étant aussi sûr. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est la diaspora, par exemple, qu'on qualifie de racaille? Est-ce que eux qui ternissent l'image du Cameroun? Ah, d'accord. Alors, quand Transparency International était en train de qualifier, ça fait plusieurs années, le Cameroun parmi les pays les plus corrompus, c'était la faute des gens qui marchaient à Paris. Lorsque on apprend que des joueurs ont gagné une coupe du monde, des petits-enfants, et ils sont restés à l'hôtel, on ne les paye pas, on leur donne pas, on leur paye pas leurs primes, et ils pleurent, ils sont abusés, désabusés. C'est la faute, c'est la faute de qui? Alors, je sais pas, ah non, c'est à Caroline que tu réponds, Fatou, je sais pas de quoi vous discutez, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que lorsque moi, j'entends ce raisonnement qui est récurrent. Depuis longtemps, moi, j'avais alerté sur la question de cette tendance à toujours vouloir opposer les gens, vouloir opposer ceux qui souffrent, vouloir opposer les opprimés. Ils passent le temps à se battre. Et pendant qu'ils se battent, l'oligarchie s'établit de plus en plus. C'est la technique depuis longtemps. On oppose des gens de la diaspora aux gens de l'intérieur. Nous en arrivons à travers nos raisonnements à exclure certaines catégories de Camerounais. Ils sont plus légitimes, ils sont moins légitimes à parler du Cameroun. Ils ne sont rien. Ça, c'est un mot c'est le vocabulaire, c'est un vocable camerounais qui m'insupporte et que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on peut dire ça à quelqu'un. Tu n'es rien. Comment quelqu'un peut n'être rien? Donc tu n'as pas à dire, tu n'as rien à dire. Tu n'es rien. Ton raisonnement ne vaut pas. Mais je n'ai pas besoin d'être quelque chose de spécial que moi-même. Pour échanger avec vous ce soir, je n'ai pas besoin d'être quelque chose de spécial. Je n'ai pas besoin d'avoir écrit un livre. Je n'ai pas besoin d'avoir publié un texte. Je n'ai pas besoin d'avoir été député, d'avoir été ministre. Je n'ai pas besoin de dérouler mes diplômes pour être quelque chose, pour parler, pour être. Je n'ai pas besoin. Si la diaspora est racaille, qui a fait d'eux de la racaille? Voilà la vraie question que nous, qui sommes des esprits critiques, nous devrons nous poser. Oui, Fatou, je vais revenir sur la responsabilité individuelle. On est tous artisans de la corruption. Bien sûr, Fatou, je suis complètement d'accord. J'ai fait une série d'émissions sur la corruption. J'y reviendrai d'ailleurs. Où j'ai fait j'ai fait écouter même des audios en direct. Mais il y a des questions systémiques qu'il ne faut pas amener dans une forme d'embrouillamini lorsqu'on est en train d'appeler à la conscience individuelle. Je vais dire, la question politique en Afrique, au Cameroun notamment, puisque nous en parlons là, c'est la question d'un système qui est incarné par des personnes qui dirigent, qui ont le pouvoir, qui ont les leviers, qui ont les ressources, qui sont payés gracieusement, qui ont la vie facile,
pour pouvoir gérer un État, c'est leur responsabilité première. En tant qu'éducateur, vous n'allez pas me reprendre sur la notion de responsabilité individuelle. Bien sûr, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'essaye de dire aux gens. En tant que sociologue, de toute façon, on ne peut pas oublier, on ne peut pas regarder l'individu en oubliant la société, l'environnement. Puisque c'est encore ce système politique, c'est encore ce système qui crée la corruption, qui fait que les gens sont mauvais ou de plus en plus mauvais. Les gens n'étaient pas autant mauvais, par exemple, dans un pays comme le Cameroun il y a quelques années. Il faut qu'on se demande à un moment donné pourquoi les gens sont devenus autant cupides, autant individualistes. L'autre jour, Prudence m'a pris l'exemple du Rwanda pour me montrer comment le Rwanda est un exemple. Ils font très bien, ils sont polis, ils sont ceci. Je dis oui, c'est très bien de prendre cet exemple. Mais hier, c'est le Rwanda qui se battait avec des machettes. Et j'espère, je ne souhaite pas. Justement, il faut valider d'autres formes de pensée, même si elles ne nous conviennent pas, pour éviter qu'on en arrive aux machettes. Ce que vous ne comprenez, en fait, ce que certains ne comprennent pas, c'est que je suis, moi, pour la manifestation de l'expression libre, pour des marches, pour tout ce que vous voulez, justement pour que nous ne soyons pas obligés d'arriver à la violence. Parce que si les gens ne sont pas libres, doivent être culpabilisés d'exprimer leurs pensées à leur manière, de quelque manière que ce soit, vous êtes en train de les contraindre à la guerre. Quand vous avez la guerre au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun, c'est le refus de la confrontation d'idées. Ces gens n'ont pas commencé à dire « Allez, je vais en guerre ». Ils ont commencé par dire « Nous ne voulons pas ci », par manifester. Mais ce n'est pas entendu. On ne peut pas dire qu'on veut la paix juste en disant que la pensée dominante, puisque elle est la pensée de l'autorité, ou la pensée de ceux qui ont le pouvoir, ou la pensée de ceux qui décident, est la seule chose qui valent. Et c'est un peu la question de la violence légale. Quand nous, on est des sujets critiques, nous ne sommes pas des politiciens au sens de la carrière, mais nous sommes tous des animaux politiques au sens aristotélicien du mot. Mais ça veut dire que nous avons l'esprit critique. Nous devons être quand même capables de nous dire « Mais non, tu ne peux pas, au nom de l'autorité, exercer une violence sans qu'elle ne soit expliquée, justifiée que par le fait d'être le plus fort. » Justement, la responsabilité collective, pour que je ne perde pas le fil, elle est interpellée. On ne peut qu'être tous d'accord sur le fait que dans un pays comme le Cameroun, dans un pays comme, dans un continent comme l'Afrique, nous ne le disons jamais assez sur la question noire. Parce que ce que nous disons sur un plan général concernant le noir, pourquoi ça ne vaut pas que lorsqu'on le ramène à un pays? C'est le changement de mentalité qui commence par les individus. On est complètement d'accord là-dessus. On est complètement d'accord. Mais seulement, nous ne pouvons pas nous focaliser sur l'individu parce que c'est une manière détournée, déguisée. C'est un sophisme qui consiste à protéger les vrais prédateurs. Je suis éducateur. J'ai quelques savoirs qui font que je suis partisan de l'empowerment, la capacité que les gens par eux-mêmes prennent le pouvoir. Mais on vit dans un système. Il y a des moments comme celui-ci où c'est contre le système que nous nous battons, que nous devons nous battre. Parce qu'il faut changer le logiciel. Lorsque nous changerons de logiciel, les individus changeront. L'exemple du Rwanda que j'ai entendu l'autre jour de ma chère Prudence, c'est bien de citer ce cas, mais ils sont passés par quel chemin pour en arriver là? C'est donc ce chemin-là que d'autres pays comme le Cameroun doivent prendre. Pas forcément, ne me soupçonnez pas d'encourager d'être violence, je ne suis pas là-dessus, j'aime préférer la tête que les muscles. C'est pour ça que je ne fais jamais de musculation, pour faire beau, pour être beau. Alors donc, je pense que ce que je veux simplement dire, nous devons passer par cette confrontation de points de vue sans concession.
sans hypocrisie. Même si c'est fâcheux, même si c'est désagréable, ça fait partie du jeu. Pour éviter de nous retrouver dans quelque chose de pire. Parce que si nous préparons la paix d'une certaine manière, il faut reconnaître que c'est plutôt la guerre que nous préparons. Parce que dans l'exemple du Rwanda, j'aime bien, parce que cet ami a voyagé dans ce pays, il a vu ce qu'elle est devenue, mais ce pays est devenu après un travail, après un changement sociétal, après un changement de paradigme, après que des leaders ont décidé, ont pris à bras le corps le problème, on dit on va y aller. Kagame est un terroriste. Ce Kagame qu'on encense, c'est un terroriste, entre guillemets, comme certains l'appelleront, parce que c'est par les armes qu'il est arrivé. Kagame n'était pas à faire des messes d'action de grâce pour défendre ses idées. Kagame, bien sûr, quand ça ne va pas, il faut y aller. L'ANC, Mandela, que tout le monde célèbre, c'était des terroristes. C'est la disqualification. Le deux poids, deux mesures. Oumniobe, Ernest Wandier, pour les Camerounais qui connaissent, tous ces résistants, les Sankara, ce sont des terroristes. Ce sont des personnes qui ont été vues comme telles. Sankara est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Sur quoi s'appuie-t-on pour refuser aux gens la possibilité d'exprimer leurs idées et leurs pensées de quelque manière bruyante que ce soit? À partir du moment où ma seule limite à moi, c'est le fracas des armes. Parce que quand il y a les armes, c'est la désolation complète. Ça, on est tous d'accord, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Parce qu'on ne va pas ressasser les choses sur lesquelles des actions. Je vais dire des choses qui sont comme des truismes, des vérités vraies pour dire la paix, la guerre n'est pas bien. Oui, tout le monde est d'accord que la guerre n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas la guerre? C'est ça c'est ça le mécanisme, c'est ça qui est en jeu. C'est pas parce que nous professons tous la main sur le cœur, je suis pour la paix, je suis pour que l'amour règne éternellement sur la terre, dès maintenant et à jamais. Et il ne reste plus qu'à dire Amen. Non, il y a un processus. Et cela commence par le fait de valider la pensée contraire. Par valider des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Surtout de libérer les énergies, de laisser les gens s'exprimer. S'exprimer n'a jamais fait de mal à personne. Le monde ne vit que par cette possibilité de la contradiction qui crée même de la contrariété. Donc, si je voudrais simplement dire que pour qu'on arrive aux sociétés comme le Rwanda, dont me citait cet ami, c'est parce qu'il y a un monsieur qui est venu au pouvoir par effraction, par la force, qui a décidé d'amorcer en son nom le changement d'une société. Il était positif dans ce qu'il fait, donc il a décidé de changer les choses de gré ou de force. Mais oui, les personnes que... C'est pour ça que je dis, j'essaie de débusquer les sophismes. Parce que ce sont des raisonnements fallacieux que nous tenons juste pour justifier notre point de vue, alors que ce même raisonnement porte la vérité que nous ne voulons pas mettre en exergue. Ces messieurs sont venus au pouvoir par effraction, par la force. Mais comme c'était des despotes éclairés, d'ailleurs, même aujourd'hui, Kagame n'est pas apprécié par tous les Rwandais. C'est de bonne guerre, c'est normal. Je vais dire, c'est normal. Mais sauf que on apprécie que la mentalité des Rwandais, ils raisonnent mieux et ils sont solidaires. Parce que Kagame a pris sur lui de changer sa société et du coup, cela a impacté les individus. Donc ça, c'est pour répondre sur la notion de responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Il y a des personnes à qui on confie les destinées d'un gouvernement, du gouvernement d'un pays, d'une société, d'un groupe. Ils doivent rendre des comptes. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière la responsabilité individuelle, culpabiliser les gens et ainsi par ricochet, à notre insu peut-être, parce que je crois que nous sommes de bonne foi quand nous le disons, dédouaner les prédateurs.
Fatou me rappelle que beaucoup sont morts au nord à cause de Boko Haram qui s'est indigné. La crise, on ne connaît pas une crise comme on voit. Il faut s'informer avant de s'indigner. Et au Cameroun, ils sont plus intéressés. Cette crise est plus profonde. Alors, prends un autre exemple. Le peuple souffre sera encore tant qu'ils seront tous là. Fatou, moi, je te propose qu'on discute en débat réel parce que c'est compliqué comme ça. Parce qu'il s'agit quand on émet un tel raisonnement, de l'étayer davantage et qu'en face, je sois capable de répondre. Que je comprends qu'est-ce qui sous-tend ton raisonnement, qu'est-ce que tu entends par ce qui est derrière la crise anglophone. Sans être dans la théorie du complot, je suis pour la complexité. Mais quelques démarches en sciences sociales m'autorisent ou m'obligent même à être un défenseur de la pensée complexe. À dire qu'il y a une diversité de raisons à chaque fois à une situation. À ne pas faire de raccourcis. Parce que même de dire qu'il y a des raisons cachées à la crise anglophone est aussi un raccourci. Il y a certainement plusieurs raisons. C'est un raccourci, c'est des sophismes. C'est pour boucler, c'est emballé, donc n'en parlons même plus, c'est pas la peine parce qu'il y a quelque chose de flou là-dessus. Mais en attendant, il y a quelque chose de faux, de flou. Chez Boko Haram, tu dis on n'en a pas parlé, bien sûr que les gens en parlent, mais bien évidemment. Du Nord, bien sûr qu'on en parle. Tu en parles. Si tu en as parlé, c'est que on ne peut pas dire personne n'en a parlé. Si j'en ai parlé, si je me suis insurgé à un moment ou à un autre, c'est que les gens en parlent. Bien sûr que si. Et même encore aujourd'hui. Mais c'est simplement que on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il y a un rapport de force qui fait que les anglophones ont peut-être des leviers de médiatisation ou d'influence qu'on disqualifie le sens même de leur combat. Je vais dire que c'est... Oui, peut-être que les anglophones ont plus d'outils, même intellectuels, pour vendre leur conflit. Mais ça ne fait pas que leur cause soit pas une cause légitime, pertinente, analysable, compréhensible à travers l'histoire du Cameroun, cher Fatou. Il ne faut pas... Je vais dire que la pensée complexe n'est pas non plus la théorie du complot à tout va. Et nous savons tous que qui me dit nettoyer mes lèvres sont pas sales, mon cher ami, je sais pas, mais bon, je nettoie quand même. Je sais pas de quoi, si c'est à moi que tu parles, mais en tout cas, revenons à notre sujet pour dire que je suis d'avis que il n'y a pas une seule raison au phénomène. Quand on a un peu étudié les sciences sociales, on ne peut pas dire le contraire. Mais ça n'empêche que on peut émettre un raisonnement questionnant sur le réel qui s'offre à nous. Comment est-ce que nous pouvons aspirer à une paix si on invalide d'emblée la position du vis-à-vis? Comment pouvons-nous penser que nous allons nous parler si le présupposé c'est que je suis le plus fort, j'ai raison, de toutes les façons, tant que tu ne la fermes pas, je ne parle pas de paix avec toi. Comment pouvons-nous dire que quelqu'un qui estime qu'il ne se sent pas bien n'a pas le droit de s'exprimer de quelque manière que ce soit? Hormis la question de la violence qui n'est pas la mienne. Même si l'histoire nous montre bien qu'il a bien fallu passer par cela dans certains lieux. Mais moi, j'en suis pas capable. Je suis du parti de Roland Benella qui est du parti de M. Gandhi. Quoique même Gandhi, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut en dire. Quand j'entends, par exemple, me dire que les marches, les révolutions, là, ne servent à rien, j'ai un peu de doute. Parce que le monde n'a changé que grâce à la possibilité du bas peuple de s'organiser, de fédérer. Parce que c'est une façon de décourager les gens, de leur dire ça ne sert à rien, vous battez pour rien. Non, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire aux gens, si vous croyez en quelque chose, battez-vous. Même si on vous dit c'est pour rien, battez-vous quand même. Au moins votre vie aura un sens. Parce que de toutes les façons, vous ne réussirez jamais à convaincre plusieurs catégories de personnes. Ceux qui pensent d'un autre avis que vous,
et sont absolument fermés là-dessus, ont leurs certitudes, vous ne les convaincrez pas, ce n'est pas la peine. Vous ne convaincrez pas aussi une autre catégorie des gens qui sont de mauvaise foi. Parce que il sait très bien, il ne va que te débiter des sophismes. Donc ça ne sert à rien. La seule chose, c'est avec votre conscience. Est-ce que ce pourquoi je me bats, est-ce que l'idée, c'est dans un élan de solidarité. L'élan de solidarité, comme je dis toujours, qui n'est pas de la bienveillance, hein, qui est l'idée de penser à la transcendance. L'idée de se dire que je me bats pour une cause qui est plus grande que moi, qui me dépasse. L'idée de dire que j'arrive dans un monde et qu'il y a des gens qui m'ont précédé, qui ont fait leur part, et que sous mes yeux, quand je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois faire aussi ma part, afin que ceux qui me succèdent puissent continuer la marche du monde. C'est ça, en fait. Donc on se bat, c'est ça. C'est la seule chose qui doit nous guider. Et lorsque vous avez évalué, vous vous dites que je me bats pour la justice, même si ça doit passer par un rassemblement clanique, ethnique, si ça vise la solidarité, pas la suprématie, ça ne me pose pas de problème. Je vais dire qu'à un moment donné, il a fallu que les gens qui nous disent que les marches ne servent à rien, c'est encore des sophismes qui refusent de voir la réalité. Martin Luther King, il avait une vingtaine d'années, ce jeune homme, à Montgomery. Comment se fait-il que ce n'est pas des marches qui a transformé la société américaine? C'est pas bien évidemment. C'est la seule chose qui reste à ceux qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'autorité, qui n'ont pas la puissance publique, qui n'ont pas les moyens de l'État, qui n'ont pas ce qu'on appelle la violence légale. C'est le seul moyen. Il n'est pas philosophiquement, ça ne tient pas la route du tout. Et donc c'est pour ça que je veux battre en brèche ces sophismes ce soir. Même si ce n'est pas mon point de vue, c'est important que les gens l'expriment. Des gens comme nous, comme vous peut-être. Notre combat, c'est de lutter pour que même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous aient la possibilité de s'exprimer comme ils veulent, quand ils veulent. Une fois de plus, j'ai souvent voulu inviter des gens qui ne pensent pas exactement la même chose que moi, qui n'ont pas la même approche éthique par rapport, ou la même approche idéologique par rapport à certains faits sociaux. C'est eux qui ne veulent pas venir. Ça m'intéresse. Parlons. Pas pour qu'à la fin, je sois complètement d'accord, et non pas pour qu'à la fin, vous soyez complètement d'accord avec moi. C'est simplement permettons aux idées de s'entrechoquer par un raisonnement, pas juste par des propos injurieux, méprisants, hautains, condescendants, ou, une fois de plus, des sophismes, c'est-à-dire des raisonnements douteux. Que l'on pense que, à force de les rendre convaincants, par des détours, par des constructions de phrases, ça devient quelque chose véritablement de convaincant, alors que ça reste tout à fait douteux. Donc c'est ça. L'idée pour moi c'est de dire que il n'y a pas de paix à condition que tu te taises. Il n'y a pas moi j'entendais encore parler de la pensée tribale, il n'y a pas de non au tribalisme à partir du moment où tu renies ton appartenance. Et on trouve ça c'est des sophismes, c'est des choses qui existent dans nos échanges, on observe très souvent. C'est peut-être pas vous qui m'écoutez, mais ça, vous n'allez pas me le dire, qu'on n'observe pas ça dans le processus de pensée. C'est-à-dire qu'à partir, il faut que, pour que je sois sûr que tu n'es pas tribaliste, il faut que tu tiennes des raisonnements qui nient même ton appartenance, parce que je ne veux pas te soupçonner, parce que de défendre ton appartenance. Si que je défends. Si que je prends la parole d'abord en tant que Banganté, puisque je me fixe moi Nana Ketcha comme ce que je suis de ma famille, et t'attribue c'est ta famille. Mais la seule différence, c'est que je ne me résume pas à ça, comme vous autres aussi d'ailleurs. Personne d'ailleurs ne se résume à quelque chose. Mais nous avons envie de réduire les gens à une appartenance. Donc quand des gens défendent des idées politiques, ça devient lié à une appartenance. Donc, sans le savoir, nous nourrissons nous-mêmes ce que nous voulons combattre. C'est-à-dire que c'est comme le racisme ordinaire.
Oui, mais hier, je me souviens, je prends les transports, il y a une dame qui rentre, elle me bouscule. En fait, elle passe, c'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de monde et j'arrive pas à me décaler suffisamment. Elle avait certainement raison parce que j'aurais pu mieux me décaler davantage, c'est possible. J'avais un sac à dos, je pouvais pas faire plus de mouvements, mais toujours, elle n'était pas contente et puis elle dit, mais dégage, je dis, bon, je lui ai dit en termes de boutade, mais vous n'allez pas vous battre non plus. Après, elle s'énerve, un peu méchue peut-être, je sais pas, mais en tout cas, elle me sort connard. Alors, je l'ai suivi. Je l'ai suivi dans le tram. Et c'était très intéressant. J'ai vu des frères, les premiers à me bloquer pour dire que non, ne la suis pas parce que c'était des noirs. Je pense qu'ils se sont dit, je vais aller certainement à la castagne, peut-être que je vais la frapper, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas parce que, c'est pour dire que lorsqu'on manifeste un désaccord, lorsqu'on est même bruyant, lorsqu'on exerce même un mouvement physique, ça ne suppose pas qu'on est violent. Lorsqu'on marche, ce n'est pas de la violence contre quelqu'un. Lorsqu'on émet un point de vue contradictoire, ce n'est pas la violence contre quelqu'un. Alors je me suis déplacé, le frère m'a bloqué, je lui ai fait signe de l'œil que non, de toute façon, il a compris que je voulais par ce clin d'œil, lui dit que non, je ne vais pas lui faire de mal, ne t'inquiète pas. Il a levé son bras, je suis passé, je voyais des personnes un peu inquiètes, je suis quand même grand, je suis noir et c'est inquiétant, je suis en colère. J'avance, j'ai donc demandé à la dame, redis connard, puisque tu aimes bien ce mot, puisque ce mot vous intéresse tant, dites-le une fois de plus. Elle n'osait plus le répéter, vous vous en doutez bien, je la comprends. Elle n'osait plus, j'ai dit non mais redites-le, vous avez choisi tout à l'heure, vous avez choisi de m'insulter, insultez-moi encore. Allez-y, je vous donne la possibilité de vous faire plaisir. Alors, elle dit, oui, mais vous ne laissez pas. Je dis, oui, mais j'ai compris. Maintenant, redis connard. Elle ne l'a pas dit. Elle est allée s'asseoir. Alors, je suis retourné vers ma place, là où j'étais, en tout cas. Et puis, souriant, des personnes me souriaient. Ils souriaient parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était du bluff. C'était un bluff. Sauf que pendant que je m'éloigne, j'entends la voisine, celle qui est assise à côté d'elle, qui lui dit « Madame, c'est insupportable. Vous n'avez pas le droit. Vous devez garder ça pour vous-même. » Je me suis dit, elle a dû proférer encore une insulte. Je tends l'oreille, j'entends cette dame qui dit « Non, madame, les pensées, les propos racistes, ça c'est pour vous. Vous êtes libre d'avoir votre point de vue, de n'être pas d'accord avec lui, mais la pensée, les propos racistes, vous le gardez pour vous. » Alors je suis retourné, voir la dame. Tout est bien. Cette fois, les gens se sont dit, ah, cette fois, c'est parti. Je suis venu, je suis resté vraiment en face d'elle, à quelques centimètres. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez redire ce que vous avez dit? Elle dit, non, mais j'ai rien dit. Je dis, non, non, vous le redites. Dites-le. Elle commence à balbutier. Je dis, non, vous allez le dire. Vous avez pensé que je suis noir et vous avez considéré que le noir est un défaut. En tout cas, je vous passe les détails, j'en ai profité pour en faire un moment d'éducation pour tout le tram. Je lui ai dit personnellement, ça ne me pose aucun souci que vous m'appelez noir. Parce que ça n'est pas, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est normal. Et on a échangé, et à la fin, la dame qui était à côté, j'ai dit donc à la dame des propos racistes, j'ai dit que vous savez, la personne auprès de qui vous devez vous excuser, c'est pas moi. Parce que ça ne m'a rien fait, mais c'est cette dame blanche comme vous que vous avez choqué. Elle m'a dit non, dit ah non, je suis algérienne. Je dis mais c'est pas une raison. J'ai dit c'est auprès d'elle que vous allez vous excuser parce que lui a fait plus de mal qu'à moi, parce que c'est elle qui a entendu vos inepties. À la fin, tout s'est bien passé et la dame qui avait fait le proche en premier, elle m'a dit, à la fin, elle me remerciait. Elle m'a dit que à travers ce que j'ai fait, à travers ce que j'ai dit, elle-même, elle a appris des choses. Je ne vais pas dire, bien sûr, l'agresseuse, elle était toute embêtée. On s'est dit au revoir, bien sûr, sans problème. Mais c'est surtout la personne qui m'a défendu dans un premier temps. Parce que nous avons fait que cet instant qui pouvait être la confrontation physique, agressive, crée de la réflexion, crée quelque chose de nouveau. Et je vais terminer mon propos là ce soir
Nous y reviendrons peut-être une autre fois sur les sophismes pour dire, il ne faut pas fuir les confrontations. Il faut permettre aux confrontations de produire de la pensée. Et si vous estimez que les autres ne pensent pas, apportez-leur des raisonnements, mais pas des raisonnements fallacieux qui nourrissent encore la haine, qui nourrissent encore davantage les tensions. Parce que de dire aux gens, pourquoi vous n'allez pas manifester au Cameroun, allez manifester. Mais vous savez bien pourquoi, ça c'est en tout cas, c'est parce que j'ai décidé de parler des sophismes ce soir. Ce genre de débat ne m'intéresse même pas. Parce que j'ai vraiment pas le temps pour ces débats, ce genre de propos. Parce que ça tient même pas la route. Parce que c'est bien évident que faut pas confondre le suicide et le martyre. C'est vraiment parce que j'ai décidé de prendre un peu de temps pour parler de ces raisonnements fallacieux que, à force d'asséner, finalement, ça nous pollue. On a l'impression que c'est vraiment un raisonnement. Parce qu'il ne suffit pas de, comme je disais tantôt, il ne suffit pas de dire des mots, d'aligner une succession de vocables pour que ça devienne une pensée. On ne peut pas demander aux gens d'aller manifester au Cameroun. Mais ceux qui ont manifesté au Cameroun en tiraient. Mais bien évidemment, c'est parce qu'ils jouissent de cette possibilité d'exprimer leurs idées quelque part. Et la plupart d'entre eux, quand je les entends, ils disent que mon rêve, c'est de vivre dans le pays d'où je viens et exprimer librement ma pensée. Vous voulez que les gens se justifient même sur leurs convictions. On les fait coupables du fait de ne pas se sentir à l'aise avec une situation. C'est comme si je considère que quelqu'un est violenté, que quelqu'un est victime d'injustice, il est frappé et je dois m'excuser, je dois me justifier avant de m'insurger contre cet état de fait. Et on me dit, comme tu n'as pas la force, assez de muscles pour aller te mettre entre les deux et les bloquer, tu n'as pas le droit d'exprimer ton désaccord. Je peux ne pas avoir suffisamment de muscles, mais c'est ma tête, je dois. Et quand il y a un lieu où je peux m'exprimer, je m'exprime. Et je vous remercie, vous dites que les marches de la diaspora racaille et tout ça ne sert à rien. Mais où est donc le problème? Pourquoi? Mais soyez indifférents. Moi, quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je suis indifférent. Quand je considère que c'est dérisoire, que c'est nul, c'est non avenu, je ne m'intéresse pas. Je méprise. Pourquoi ça dérange donc tant? Si ce ne sont que des racailles, si ce ne sont que des désœuvrés, si ce sont que des gens qui sont paumés, c'est pas grave. Ils vont faire un tour et 10 tours et après ils vont se calmer. Ok, pas de problème, laissons-les faire. C'est la liberté. Si vous vous battez pour votre liberté, c'est aussi valable, ce même mouvement pour les autres, de comprendre qu'ils ont la liberté de s'exprimer comme ils l'entendent. Bien sûr, heureusement qu'il existe des gens qui peuvent se battre les uns pour les autres. Et ce n'est pas parce que ça concerne le fait politique que ça doit être plus cristallisant, aussi conflictuel. Dans toute chose, il y a toujours une diversité d'approches. C'est-à-dire que lorsque nous allons acheter une marchandise, je peux choisir de discuter le prix et celui qui m'accompagne choisit de faire autrement. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des attitudes. Dans un débat politique, c'est normal que nous ayons des attitudes différentes. Pourquoi quand ça concerne un fait politique, ça devient tu dois te taire? Quand on décide de faire un repas dans une maison, il y a des personnes qui disent non, on a trop mangé ça, je ne veux pas ça. Donc c'est une attitude inhérente à notre façon d'être, à notre humanité. D'apprécier diversement le réel. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Et on ne peut pas dire qu'on est pour la paix en interdisant aux gens d'exprimer leurs pensées. En les insultant parce qu'ils marchent, en les raillant, en opposant une diaspora négative contre une diaspora positive. Moi, j'adore ces gens qui ont traversé les mers.
J'adore ces gens qui ont galéré. J'adore ces gamins qui n'ont pas pris l'avion pour changer de pays. La plupart d'entre eux, la majorité d'ailleurs, vous le savez, auraient préféré rester dans leur pays. Mais je les aime parce que eux sont pour moi des démonstrations de courage, d'endurance. La vie a été facile pour vous, tant mieux. Vous avez des accointances, vous avez des réseaux, vous avez des choses qui vous permettent d'équilibrer. Tant mieux. On ne va pas opposer les riches contre les pauvres. Je ne suis pas partisan de cela. Mais on va respecter quand même un petit peu le pauvre. On ne va pas le culpabiliser d'être pauvre. On n'est pas disqualifié, on ne cesse pas d'être Camerounais parce qu'on vit à l'extérieur du Cameroun. Il y a certains qui m'avaient qualifié de laveur de cadavres. Je dis, et puis, où est le problème? En quoi c'est indigne de nettoyer des cadavres pour leur accorder un dernier honneur? Si c'était ça, et si c'est mon métier, et si ça me permet de me nourrir et de nourrir des gens, et d'aider même ceux-là qui m'insultent, on ne peut pas. Est-ce que c'est parce qu'on a traversé la mer, on a souffert, on a dû fuir pour espérer un meilleur avenir, qu'on est disqualifié? D'autres sont restés, d'autres me disent mais on est resté, mais bien sûr tout le monde ne peut pas partir. Vous êtes restés parce que vous avez quelques ressorts que certains n'ont pas. Vous n'êtes pas plus légitime que les autres. Ceux qui vont y viennent peut-être font des choses plus importantes que vous. Et tout ça je n'aime pas. Je disais tantôt, j'aime pas ces mots des Camerounais, tu n'es rien. Et cette chanson, je vais faire l'analyse de cette chanson d'un jour. Qu'est-ce que tu as fait, les gens ont vu? Mais est-ce qu'on fait des choses pour que les gens voient? C'est justement ça qui nous amène à être dans une démonstration pornographique de certaines choses. Pornographique parce que c'est pas forcément ce que les gens voudraient voir, c'est agressif. Parce qu'un peu de pudeur n'est pas parfois un défaut. Donc, moi, j'aime pas ces choses. Qu'est-ce que tu as fait, les gens? Est-ce que j'ai besoin que les gens voient? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que ceux qui portent notre monde, on les voit? Les vrais gens qui portent notre monde. Les gens qui font que la société bouge, on ne sait même pas qui l'a fait. Sur ce, chers amis, je pense que j'étais déjà plus long que je ne l'avais même pensé. J'étais très heureux de partager cet instant de raisonnement avec vous. Bonsoir chez vous et je vais m'arrêter là. À une autre occasion, nous en parlerons et je pense que je vais prendre la conclusion de Rolel. Il faut juste qu'on respecte les opinions des autres malgré nos divergences. C'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de cela qu'on parle. C'est bien de cela qu'on parle. Il ne faut pas les respecter quand ça nous arrange. Discréditer l'autre. Utiliser le sophisme génétique. Parce que ça vient de lui, ça ne peut pas, c'est forcément pas bon. Le problème est qu'on critique les personnes et non les idées parce que justement, nous ne sommes pas sur les idées, cher Bintou. Nous ne sommes pas sur les idées. C'est bien ce que je dis, c'est le sophisme génétique, c'est-à-dire qu'on juge une idée qui est bonne ou mauvaise selon qu'elle vient de telle personne et non sur l'origine de la personne et non sur l'idée même. C'est-à-dire que c'est la personne qui émet l'idée qui nous pose problème et non l'idée. John Desi, des gens qui disent la marche n'a aucun effet, mais ils intéressent à ceux qui marchent. Je pense qu'on doit les ignorer, ne pas répondre aux inepties. Mais tout à fait, je suis complètement d'accord. De toutes les façons, j'avais envie, parce qu'une discussion avec quelques amis a provoqué en moi un certain mouvement de pensée et j'ai voulu partager, puisque notre créneau, ce n'est pas du tout un créneau... et ce que je dis n'est pas la science exacte, ce n'est pas la pensée fuse, c'est l'état de mon raisonnement là, à cet instant. Je partage avec vous parce que... il faut que nous co-construisions le savoir. Et c'est comme ça. Et j'ai voulu juste le partager.
Et parce que je n'ai pas l'intention d'imposer à qui que ce soit des formes de raisonnement, je veux juste susciter du questionnement. J'espère pouvoir susciter du questionnement. Oui, le questionnement. Le questionnement, le questionnement. Qu'est-ce qui fait que notre certitude demeure autant ancrée et nous voulons l'imposer coûte que coûte, vaille que vaille? Et qu'est-ce qui fait que nous ne sommes plus capables de nous retrouver autour des valeurs de justice, de beau et de vrai? Quand un homme souffre, qu'importe mes opinions politiques, c'est un homme qui souffre. Quand un pouvoir a échoué, qu'importe mes opinions politiques, c'est un pouvoir qui a échoué. Quand ça va pas bien, on ne peut pas dire aux gens non, ça va bien. Ça va bien pour vous personnellement. Mais on ne peut pas disqualifier le raisonnement des autres juste en disant parce que ça va bien pour vous. Oui, nous au pays, ça va bien. C'est des sophismes. C'est-à-dire des raisonnements fallacieux et douteux qu'on essaye de tricoter pour en faire une pensée. Et je vous quitte là ce soir, chers amis, en redisant une fois de plus, la pensée ne commence pas, ne s'arrête pas ou n'est pas juste un mouvement d'association de mots. Parler n'est pas synonyme de penser. La pensée commence après l'intuition. C'est un cheminement, c'est un travail, c'est une route. Et soyons donc capables de faire au moins cette route ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Actons-le, chacun dans son camp, sa prison. Mais après, ne disons pas que nous œuvrons pour la paix. Nous œuvrons pour la possibilité que les gens s'entendent un jour. Bonsoir chez vous. Merci. Je suis content que tu sois là, Fatou Atis, pour donner le change. Une fois de plus, quand tu veux, on pourra avoir un débat dès que tu seras disponible. Bonsoir Bintou. Moi, je vous laisse là. Je vais vous quitter tout tranquillement comme ça, fermer ma petite porte. Vous qui nous regardez quand nous ne sommes plus là, peut-être que vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous salue et je vous souhaite beaucoup de courage dans vos combats. Et surtout, ne vous découragez jamais avant d'être arrivé jusqu'au bout. Que vos objectifs soient votre seul guide, que le ciel soit votre seule limite. Bonsoir, à bientôt. Dimanche, nous retrouvons Sierra Nevada pour le 3e volet de la réflexion sur la négritude. J'étais très heureux. Debout et libre.